Bonjour à tous et bienvenue au balado La Pause Santé Vitalité, l'endroit où on trouve des réponses à vos questions pour sensibiliser autour d'une bonne conversation. Je m'appelle Sarah Claveau, puis aujourd'hui avec notre invité, nous allons aborder un sujet crucial qui est la lutte à la résistance aux antibiotiques. Selon l'Agence de santé publique canadienne, la résistance aux antibiotiques continue d'augmenter et pose un risque pour la population mondiale. Et puis, pour nous éclairer sur cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Daniel Landry, qui est pharmacien en maladies infectieuses au Centre hospitalier universitaire Georges L. Dumont. Bienvenue, Daniel. Merci de m'inviter. Donc, Daniel, vous assumez depuis 2015 le rôle de coordonnateur régional du programme de gérance des antimicrobiens du réseau de santé Vitalité. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus qu'est-ce que vous faites avec ce rôle-là? Oui, certainement. C'est un rôle que je porte beaucoup de chapeaux. Il n'y en a pas juste un. Mais quand ça vient à la gérance antimicrobienne, il faut certainement qu'on regarde de plusieurs différentes directions. Premièrement, dans mon rôle de soin aux patients, c'est vraiment pour travailler avec l'équipe traitante. C'est les autres pharmaciens, les médecins, les infirmières, toute l'équipe traitante, pour essentiellement s'assurer que nos patients reçoivent le meilleur traitement pour leur infection. Puis ça, c'est juste un tout petit de mon rôle. Maintenant que je suis vraiment plus dans un rôle de coordonner le programme de gérance antimicrobienne, c'est vraiment pour essayer de formaliser ça et vraiment mettre une structure en place qu'on ne dépend pas juste sur une couple de personnes à faire quelque chose, mais vraiment pour donner des infos aux cliniciens de première ligne pour que eux ils sachent qu'est-ce qui est le meilleur traitement pour la bactérie, qu'est-ce qui est la meilleure durée de traitement, puis à vraiment essayer d'optimiser le traitement. Parce que quand ça vient aux antibiotiques, c'est pas comme les autres médicaments. Par exemple, un médicament pour la haute pression. Ben, si je te donne un médicament qui est inapproprié, toi, t'en souffres, mais ça va pas plus loin. Mais je donne un antibiotique à quelqu'un qu'on n'a pas besoin. Eux, ils peuvent souffrir, puis leurs voisins et leur famille, puis la communauté peut en souffrir. Ça, c'est vraiment quoi de spécial et unique. Ça, c'est pour ça qu'on est vraiment en train d'essayer de mieux encadrer l'utilisation de ces médicaments-là. On parle aussi souvent de résistance aux antibiotiques quand on n'utilise pas les antibiotiques d'une façon appropriée. Donc, comment une résistance aux antibiotiques, ça se développe, ça? Oui, la résistance aux antimicrobiens, aux antibiotiques, je vais te dire antimicrobiens puis antibiotiques de façon interchangeable. Juste pour clarifier, antibiotiques, c'est ça qui tue les bactéries. Antimicrobiens, ça inclut les antibiotiques, mais aussi une couple d'autres affaires comme les antifongiques, antiviraux. On entend parfois les différents termes. Mais la résistance aux antibiotiques, une chose qui est importante à clarifier, c'est que le monde a une tendance de penser que « Oh, moi, je suis résistant aux antibiotiques. » La personne, mais c'est vraiment les bactéries qui sont résistantes. Puis ce qui finit par arriver, c'est qu'on donne un antibiotique à quelqu'un. L'antibiotique n'est pas intelligent. Il ne va pas aller automatiquement jusqu'à l'infection. Il va partout. Puis il va tuer les bactéries qui causent l'infection, mais ils vont aussi tuer des bactéries qui font rien, ils sont juste là. Notre corps a des immenses montants de bactéries dedans. On va tuer les bactéries qui sont sensibles, mais parfois, il y en a une couple qui sont résistantes à l'antibiotique d'emblée pour une raison de changement aléatoire ou une mutation, comme on dira. Quand il en reste une couple de ceux-là, une bactérie devient 2, devient 4, 8, 16, 32, puis là, ça devient un problème. C'est pas juste pour la personne qui prend l'antibiotique. Ensuite, cette personne-là peut donner la bactérie à quelqu'un d'autre. Pas toujours, mais il y a certaines bactéries que ça peut arriver. Et dans notre pratique, et on voit partout qu'il y a du monde qui arrive avec des infections multirésistantes, mais que la personne n'a jamais pris d'antibiotiques dans les derniers 20 ans. C'est pas juste quelque chose qui affecte la personne qui le prend, ça peut affecter le reste de la population. C'est vraiment, et c'est pas juste une conséquence de quand on n'a pas besoin de l'antibiotique. Même le monde qui a besoin d'un antibiotique, ça peut causer des résistances. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment fort sur éviter l'utilisation non appropriée parce que là, tu n'as pas de bénéfice et tu as les risques. Au moins, quand quelqu'un a un antibiotique nécessaire, tu as au moins du bénéfice. Si on veut vraiment éviter le double whammy, que c'est pas de bénéfice et des risques. OK. Donc, on parle des risques de résistance aux antibiotiques, même chez des personnes qui n'ont pas pris d'antibiotiques, comme tu as dit. Ça serait quoi quand même les impacts de la résistance aux antibiotiques sur le traitement des infections courantes? Parce qu'on sait qu'on vit dans un monde où il y a des milliers de bactéries sur les tables, n'importe où, dans notre maison, à l'extérieur, dans les lieux publics. Donc, pour quelqu'un qui aurait une infection tout de suite,
puis que cette bactérie-là serait résistante, comment qu'on, en bon acadien, on deal avec ça? Effectivement, le monde n'est pas une place stérile. Les bactéries sont partout, partout dans notre corps, partout dans l'environnement. C'est normal. Mais c'est pas si longtemps passé qu'il faut qu'on imagine un monde sans antibiotiques. On parle de juste depuis essentiellement la Deuxième Guerre mondiale, à l'entour de ce temps-là, qu'il était en utilisation courante, les pénicillines. Avant ça, c'était un monde qu'une pneumonie, c'était une des pires choses à arriver à quelqu'un. Que maintenant, oui, la pneumonie, c'est grave, mais on peut traiter ça. Quand on imagine la résistance aux antimicrobiens, la première chose que moi je pense à, c'est le monde que moi je vois. Et puis, par exemple, on a, je ne pourrais pas dire un pourcentage sans avoir préparé de chiffres, mais c'est pas rare que j'ai une personne qui a une infection, par exemple des reins, une infection, une pylonéphrite, une infection urinaire comme montée au rein. C'est pas rare qu'on voit du monde qu'il n'y a aucun antibiotique par la bouche qui existe que je peux traiter leur infection. Ma seule option, c'est un antibiotique intraveineux pour cette personne-là. C'est juste un exemple assez routine qu'on voit. Mais on a aussi vu les cas extrêmes que, par exemple, on peut avoir des cas lorsque la personne a une infection bactérienne, lorsque le seul antibiotique que je peux donner à cette personne-là n'existe pas au Canada. Donc, il faut qu'on le fasse venir de d'autres pays à travers du monde, à travers de quelque chose appelé le Programme Accès spécial canadien. Ça prend des jours à des semaines. Et quand c'est une infection bactérienne, tu ne peux pas juste peser pause. Il faut qu'on deal avec ça tout de suite. So, il peut y avoir des conséquences vraiment importantes pour les patients. Puis quand on regarde au niveau du fardeau de la résistance antimicrobienne, au niveau mondial, ils avaient fait un calcul en 2016 par rapport à le fardeau de la résistance antimicrobienne et quoi ça pourrait ressembler dans le futur. Puis c'est un problème une pente qui commence à venir un petit peu plus à pic. Puis par 2050, il estime, c'était O'Neill Report que c'est appelé, il estime que par 2050, on aura au niveau mondial environ 10 millions de décès par année reliés à ces infections-là. Ça, c'est du monde qui a une infection qu'on n'a pas d'antibiotiques pour traiter. Et 10 millions, on n'est pas capable de vraiment prendre son contexte parce que c'est un grand chiffre. Mais le mettre en contexte, c'est si on prend tous les décès qui arrivent tout de suite du cancer et du diabète, puis on les combine ensemble, ça ne fait pas 10 millions. Ça ferait plus de décès que cancer et diabète combinés. Ça, c'est comme un petit peu d'un ticking time bomb. Avec la résistance aux antibiotiques, l'autre aspect, c'est, j'avais mentionné, OK, des antibiotiques vont tuer pas juste les mauvaises bactéries, mais les bonnes. Si tu as quelque chose qui est résistant, ça me force que la prochaine fois, il faut que j'utilise des plus grands canons. Parce que les antibiotiques, ce n'est pas de quoi qui va tuer toutes les bactéries. Ça, c'est comme un tournevis. Un tournevis va travailler sur certains vis, ça ne va pas travailler sur d'autres. Mais un antibiotique, c'est comme ça travaille sur certaines bactéries, mais pas d'autres. C'est qu'il faut que j'utilise des grands canons, c'est si je m'amuse à faire la chasse au lapin avec une bazooka. Ça va tuer, ça j'essaie de tuer, mais ça cause toutes sortes d'autres problèmes. En faisant des plus grands traitements et des plus gros canons, ça va affecter plus de bactéries, qui va créer plus de bactéries résistantes, puis ça devient que c'est un problème qui commence à vraiment s'accélérer si on ne fait rien. J'essaie pas de faire du doom and gloom ici, c'est ça les chiffres qu'on voit, puis c'est quand même déjà un problème au Canada. On voit certainement une grande augmentation. Je pense que le dernier chiffre que j'avais vu, c'était peut-être un petit peu off, la marque ici un petit peu, mais je pense que c'était à l'entour de 5 000 décès par année au Canada reliés à la résistance antimicrobienne. C'est comme plusieurs par semaine à travers du Canada, toujours, puis ça, c'est maintenant, pas avant que ça devienne le plus grand problème. On essaie d'éviter ça si possible. Vous parlez qu'il y a environ 5 000 décès par année de résistance aux antibiotiques, mais est-ce que c'est un problème qui s'est aggravé de façon exponentielle dans les dernières années? Ou? Je dirais pas ça dépend exponentiel pour certaines choses, oui, certaines choses non. La résistance aux antibiotiques, c'est pas nouveau. Même Sir Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline dans les années 40. Lui, je crois que c'était 1 an après, il avait fait un grand article, je pense que c'était dans le New York Times, c'était un des journaux, puis il avait essentiellement dit qu'il faut faire attention à ne pas surutiliser les pénicillines parce que les bactéries peuvent devenir résistantes. Ce n'est pas nouveau, c'est juste, on commence à certainement voir une augmentation, puis c'est dans les pays développants ou les pays avec les
côté socio-économique encore un petit peu plus faible, on voit qu'ils sont affectés de façon disproportionnée. Par exemple, les tuberculoses multirésistantes, c'est un énorme problème. Et c'est vraiment là ce qu'on voit plus des choses, mais comme on a vu avec la COVID, les frontières, les micro-organismes, les bébites, les frontières, ça veut rien dire. Comme ça développe en Chine, c'est ici dans pas longtemps. Si c'est un problème en quelque part dans le monde, c'est un problème partout. C'est peut-être une analogie que le monde n'aime pas, mais c'est la même affaire comme si on aurait une piscine puis qu'on dit, il y a une section tu peux faire pipi dans la piscine puis une section tu peux pas. Non, ça mélange tout ensemble. Si on a des problèmes de résistance antimicrobienne en quelque part, c'est un problème pour tout le monde, éventuellement. Dans l'ère de la mondialisation, on peut dire qu'un problème qui se passe en quelque part, ça peut être un problème pour tout le monde. Puis on l'a très bien vu aussi avec la COVID. C'est pas loin derrière nous, mais on rentre pas trop dans ce sujet-là quand même. Oui, s'il vous plaît. mais pour revenir au sujet de la résistance aux antibiotiques, on parle d'utiliser des antibiotiques qui peut créer une résistance, mais est-ce que vous pouvez aussi donner d'autres exemples de mauvais usage d'antibiotiques? Oui, le classique, c'est quand on l'utilise pour des infections virales en communauté, des affaires assez banales. Mais on peut aussi voir dans les réseaux de santé, comme en communauté, à travers du monde, c'est pas juste au Nouveau-Brunswick, c'est pas juste au Canada, c'est partout. On regarde les études, puis la majorité disent qu'environ 1 sur 4 ou 1 sur 3 des prescriptions pour antimicrobiens va être sous-optimale. Mais il y a un astérisque là-dedans, c'est qu'un antibiotique, c'est souvent parce qu'on est en train de surtraiter. Le monde guérisse quand même. C'est soit qu'on a donné un antibiotique pour quelque chose qui n'avions pas besoin d'antibiotique, puis ils vont guérir quand même. L'autre, c'est qu'on donne un gros canon pour quelque chose qui n'avait pas besoin de gros canon. On est en train d'exposer la personne à des traitements beaucoup trop larges. On traite souvent trop longtemps. Par exemple, pas longtemps passé, les pneumonies, on traitait ça 14 jours pour tout le monde, puis on se disait, on a besoin de faire ça. Master, on sait que, je dirais la grande majorité des gens peuvent avoir 5 jours, puis c'est aussi bon. On expose les gens à beaucoup trop d'antibiotiques pour plus longtemps. Puis à chaque jour qu'on prend un antibiotique qu'on n'a pas besoin, ton risque de complications, de résistance, d'infection, c'est difficile. Vraiment, les conséquences pour ce monde-là augmentent à chaque jour. Il y a plusieurs différentes raisons pourquoi est-ce que c'est fait. Puis c'est pas fait je vais vraiment m'assurer que je communique ça de façon assez claire. C'est que les médecins, les prescripteurs, les infirmières praticiennes, personne ne fait ceci dans le contexte de vouloir faire des tours aux patients. Ils font pour les bonnes raisons, parce qu'ils veulent éviter des conséquences aux patients. Ils veulent s'assurer que le monde est bien pris garde. On ne veut pas que le monde meure d'une infection. On ne veut pas qu'il y ait des hospitalisations. Mais il y a souvent juste... on n'est pas en train de vraiment bien peser les risques et les bénéfices. On considère peut-être pas assez les risques à la personne. Puis les risques à la population, c'est de quoi qui est comme... C'est nébuleux, c'est pas de quoi qui est comme tangible pour la personne en avant de toi tout de suite. Je veux vraiment m'assurer que je suis pas en train de faire des grandes critiques de mes collègues qui prescrivent les antibiotiques qui sont peut-être sous-optimales parfois, mais c'est juste, je crois qu'on a toute l'obligation d'au moins essayer d'améliorer comment est-ce qu'on utilise des antibiotiques qui sont essentiellement des miracle cures. On entend ce terme-là souvent garoché n'importe comment, mais c'est vraiment des affaires miraculeuses parce que 100 ans passés, une pneumonie, elle a tué souvent. Puis à cette heure, c'est pas banal, mais c'est quand même pas du tout la même affaire. C'est juste à changer la perception. Donc, quand même, assez de mise en garde concernant l'utilisation des antibiotiques parce qu'on peut voir que ça peut être, si c'est mal utilisé, ça peut devenir un problème assez généralisé. Là. Mm-hmm. Tant qu'au niveau des praticiens, qu'au niveau des gens de la population, on a un devoir à faire. Mais comment, en tant que citoyen, nous, on peut prévenir un recours inutile aux antibiotiques? Je dirais que la première chose pour moi, c'est il y a parfois une perception, puis moi j'en étais coupable avant, j'étais professionnel de la santé, que j'avais fini à apprendre tout ça, c'est on a une perception que quand on est dans une salle d'attente, puis qu'on attend longtemps, on voit quelqu'un, puis on est vraiment malade, ben j'expecte que je vais avoir un antibiotique parce que je suis malade. Mais il faut juste essayer de changer la perspective qu'on doit avoir un antibiotique pour toute infection parce que, par exemple, on a parlé des virus avec la COVID énormément, mais des virus autres que la COVID, il y en a en masse. Il y a des centaines de différents virus qui causent des rhumes,
Je peux donner tous les antibiotiques au monde à cette personne-là qui souffre d'un rhume. Ça ne va rien faire. C'est comme si je donnais juste des placebos. Ça ne va rien faire parce qu'un antibiotique ne tue pas un virus. Ça ne va rien faire. Ça tue juste des bactéries. So, des infections qui sont probablement virales, pas besoin d'antibiotiques pour ça, mais parfois les gens arrivent avec la perception qu'ils vont en avoir. Et on a même entendu des cas extrêmes de des gens étant dit par un prescripteur, « Oh, ils disent aux patients, ils disent, OK, vous avez probablement une infection virale, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Et cette personne-là retourne chez elle, puis ils sont très frustrés, ils veulent un antibiotique. Et il y a même des cas extrêmes de monde faire des plaintes, faire vraiment... Et puis, de nouveau, je pense que c'est juste une perspective que les antibiotiques ne sont pas des miracle drugs dans le contexte qui vont traiter toute infection, juste des infections bactériennes. Vraiment juste changer la perspective qu'on doit avoir un antibiotique pour une infection virale. Puis vraiment, il y a plusieurs fausses notions. Par exemple, oh, ça fait plus qu'une semaine ou deux que je tousse, donc ça veut dire que c'est probablement une infection bactérienne, qui n'est généralement pas le cas. C'est souvent des affaires des infections virales. So, quand est-ce qu'un professionnel de la santé nous dira qu'on a une infection qui est probablement virale, ça veut dire qu'un antibiotique, un, ne va pas t'aider, puis deux, amène des risques. Donc, juste être plus ouvert à l'aspect qu'un antibiotique ne va pas t'aider si tu as une infection virale. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que se faire vacciner, ça peut aider et prévenir ce recours-là? Là? Oui, ben le meilleur traitement d'une maladie, c'est pas d'avoir la maladie. C'est toujours préférable. On ne veut pas attendre qu'il y a une inondation puis que ta maison est sous l'eau avant de mettre des sacs de sable. Tu veux les mettre avant que ça devienne un problème. So, la vaccination, c'est clair que c'est essentiel. Par exemple, il y a plusieurs infections, la COVID, la grippe, VRS, plusieurs exemples. Lorsque la vaccination pourrait prévenir des infections qui peut mener à du monde consulté pour raison X, Y, Z. Et il y a même, par exemple, vaccin contre la grippe. Mais la grippe, comme telle, n'a pas besoin d'antibiotiques, mais la grippe peut te faire avoir une pneumonie bactérienne tout de suite après. So, même en vaccinant contre la grippe, on peut réduire le montant de gens qui ont une pneumonie bactérienne. Ça peut aussi réduire le risque que les gens qui ont l'influenza sont plus à risque de faire une crise cardiaque après. Particulièrement le monde qui sont à risque côté cardiaque ou qui avaient des antécédents ou des affections cardiaques dans le passé. Mais ce monde-là sont à risque après l'influenza de faire une crise cardiaque ou des complications. Et les vaccinants peuvent aussi réduire ça. Ce n'est même pas des bénéfices juste infectieux. On peut vraiment avoir des impacts globaux sur les soins de la santé. Puis, je sais que le monde est généralement un petit peu fatigué d'entendre des gens parler des vaccins, mais il y a une raison qu'on les recommande, c'est à cause qu'ils fonctionnent et qu'ils font un énorme bénéfice. Il faut vraiment, vraiment considérer ça pour nos gens qui sont les plus à risque. Sur les gens qui ont plusieurs affections chroniques comme diabète, maladie cardiaque, du monde avec des problèmes de système immunitaire. C'est ce monde-là qu'on veut vraiment leur donner tous les outils pour les aider à se protéger eux-mêmes. Si on peut retenir une chose, c'est prévenir avant de guérir. Ça fait beaucoup moins de dommages à la santé en général. Oui, puis c'est pas juste quand je porte mon chapeau de maladie infectieuse, comme c'est manger une bonne diète, exercer, c'est toutes des choses qu'on fait pour la santé en général. Ça, c'est comme, pour moi, la prévention, c'est la meilleure chose pour tous les aspects de la santé, pas juste les maladies infectieuses. Mais en portant mon chapeau de maladie infectieuse, oui, je vais certainement parler plus des vaccins que, par exemple, faire sûr qu'on exerce certaines fois par semaine, etc. Là. Mais prévention, c'est toujours meilleur, à mon avis. Super. Ben maintenant, en continuant de parler à propos de la résistance des antibiotiques, ça pose quel genre de défis pour notre système hospitalier? Si, par exemple, tu peux prendre le cas du réseau de santé vitalité ou d'autres exemples beaucoup plus larges, puis qu'est-ce qu'on met en place pour contrer ce problème-là? Ça peut les problèmes pouvant être à multiples niveaux. Ça peut être pour nos patients, ça peut être pour les systèmes, ça peut être pour la communauté en général. Mais quand on regarde au système, premièrement, n'importe qui a des infections plus résistantes, généralement, ces gens-là ont des plus grandes conséquences
associés à ces infections-là. Donc, leur taux de nécessité des hospitalisations, de nécessité des soins intensifs ou même de décès va augmenter. Généralement, le plus malade que quelqu'un est, le plus de ressources nécessaires pour traiter cette personne-là. Clairement, du monde avec des infections multirésistantes, c'est compliqué. Prévention des infections. Parfois, il y a des infections qui sont résistantes qu'on doit, par exemple, tout le personnel de l'hôpital qui rentre dans la chambre du patient, il faut qu'on se mette une blouse, des gants, des masques. Ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit. Il faut que quelqu'un paye pour en fin de ligne. Il y a des aspects de coût. Coût, c'est pas vraiment la première chose qu'on s'inquiète, mais c'est un composant à considérer. Le temps nécessaire est beaucoup plus grand, puis on vit une crise de manque de personnel essentiellement partout dans le réseau tout de suite. Et puis, c'est pas juste le Nouveau-Brunswick, mais je parle de mon expérience en voyant mes collègues et nous-mêmes. Là, on sait que on veut pas ajouter du travail quand on est déjà débordé. Il y a plusieurs... Ça, c'est des choses plus tangibles que le monde pourrait avoir de jour à jour. Mais parlons de le 2050, quand on a des plus grands risques associés à la résistance. Là, on peut arriver à un point que les antibiotiques pour prévenir des infections associées à une chirurgie pourraient être moins efficaces. Là, c'est rendu que des chirurgies deviennent plus difficiles, peut-être plus dangereuses. Des chimiothérapies, les gens sont souvent beaucoup immunosupprimés, puis si les antibiotiques sont moins capables de traiter leurs infections, ça commence à être difficile à faire des chimios pour certaines personnes. Il y a des conséquences qui commencent à s'étendre à travers des réseaux de soins de santé. Ça, c'est le pire scénario, là, on n'est pas là. Mais tout de suite, c'est vraiment temps, ressources, conséquences pour les patients. C'est vraiment ça qu'on voit tout de suite. Et puis, on veut juste éviter que ça devienne la norme. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de nos questions pour le sujet là, de la résistance aux antibiotiques. Puis, si on peut retenir des points importants, ben, c'est la bonne sensibilisation pour notre personnel et puis aussi assurer une bonne santé pour la prévention des infections au niveau de la communauté. C'est très important. Donc, la résistance aux antibiotiques, ça n'affecte pas seulement la personne qui est infectée, mais ça peut aussi s'établir plus largement comme un problème mondial. Donc, merci beaucoup, Daniel, d'être venu à notre table aujourd'hui pour nous parler à ce sujet. Merci.